Le mariage sur le lac de Garde devait être le triomphe de ma sœur. 50 appels manqués en une seule nuit. Je pensais que mes parents m'appelaient pour se vanter de la bague. Quand j'ai finalement décroché, j'ai découvert que la célébration était partie en vrille à la suite d'événements qui dépassaient ma compréhension. Mais avant le chaos, il n'y avait que le ronronnement silencieux de mon réfrigérateur à Chicago et la lumière bleue de l'écran de mon téléphone illuminant mon salon sombre. Il était 22 heures un mardi, et je regardais ma famille brûler l'argent qu'elle n'avait pas, en temps réel. Ma sœur, Monica, postait des stories depuis 48 heures d'affilée. La voilà, virevoltant dans une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture, debout sur la terrasse d'une villa du XVIIe siècle surplombant l'eau sombre et vitreuse du lac de Garde. Elle était parfaite, fabriquée, mais parfaite. À côté d'elle se tenait Giovanni, le riche héritier italien qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre 3 mois auparavant. Il ressemblait moins à un marié qu'à un homme tenu en otage, son sourire forcé et ses yeux évitant la caméra. Je faisais défiler une vidéo de ma mère trinque avec des verres en cristal avec une comtesse qui ressemblait étrangement à une actrice engagée. Mon estomac se noie. Je connaissais les chiffres. J'étais analyste financière senior. Les chiffres étaient mon langage. Et les chiffres de la vie de mes parents étaient dans le rouge depuis une décennie. Ils avaient refinancé leur maison 2 fois. Ils avaient atteint la limite de 4 cartes de crédit juste pour s'envoler pour l'Italie. Et pourtant, les voilà, prétendant être de la royauté. J'avais refusé d'y aller. J'avais un rachat de société à finaliser. J'avais menti. La vérité était que je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais pas les voir se pâmer devant Monica, l'enfant doré, alors que je savais qu'ils n'étaient qu'à un paiement manqué d'une saisie immobilière. Je ne pouvais pas les regarder me traiter comme un fantôme, sauf s'ils avaient besoin d'un virement bancaire. Mon téléphone vibra. Un SMS de maman. Méline, chérie, le traiteur fait des difficultés. Sa machine à carte est en panne. Peux-tu me faire un virement de 2000 € juste pour 1 heure? Papa te remboursera dès que nous irons à la banque. J'ai fixé le message. L'excuse de la machine à carte en panne. Classique. C'était le même mensonge qu'ils avaient utilisé quand ils avaient eu besoin d'argent pour la caution de mon frère Paul l'année dernière. C'était le même mensonge qu'ils avaient utilisé quand Monica avait accidentellement acheté un sac à main qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai tapé en retour, non, je vous ai dit que je ne financerais pas ce cirque. 3 points dansaient sur l'écran. Puis une réponse de Monica. Tu es juste jalouse parce que je suis heureuse et que tu es seule avec tes tableurs. Ne viens pas à la réception si tu changes d'avis. J'ai senti une piqûre familière et aiguë dans ma poitrine. La vieille blessure d'être celle qui est responsable, la terne, le portefeuille. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement activé le mode ne pas déranger, branché mon téléphone pour le charger et éteint la lampe. Je me suis dit que j'en avais fini. J'avais tracé une ligne. J'étais en sécurité à Chicago, à des milliers de kilomètres de leurs illusions. J'ai fermé les yeux, croyant que le pire qui pouvait arriver était une carte de crédit saturée et quelques messages paniqués au petit matin. J'avais tort. Je me suis réveillée avec une crise cardiaque. Pas une crise littérale, mais le genre de pic d'adrénaline qui vous frappe quand vous voyez l'heure, 3h17 du matin, et les notifications empilées sur votre écran de verrouillage comme un mur de briques. 50 appels manqués, 12 messages vocaux, 84 SMS. La répartition était terrifiante. Maman, 20 appels. Papa, 15 appels. Paul, 10 appels. Même Monica avait appelé 5 fois. Les SMS étaient un flux paniqué et incohérent. Rappelez. Urgence. Police. Réponds au satané téléphone, Méline. Mes mains tremblaient tandis que je déverrouillais l'écran. Le silence de mon appartement semblait lourd, oppressant. J'ai appuyé sur le bouton de rappel de mon père. Il a répondu à la première sonnerie. Méline. Il ne ressemblait pas à lui-même. Sa voix était d'une octave trop haute, cassée et essoufflée. En arrière-plan, j'entendais des cris en italien, le grésillement d'une radio de police et le son inimitable de ma mère sanglotant,
un gémissement profond et guttural qui me donnait la chair de poule. Papa, que se passe-t-il? Quelqu'un est-il blessé? Je me suis redressée, serrant la couette. C'est un désastre, a-t-il réussi à articuler. Tout a disparu. Giovanni, ce salaud, est parti. Que veux-tu dire par parti? Il est parti. Il a pris les cadeaux en espèces. Il a pris les bijoux. Il a pris la voiture de location. Ce n'était pas un héritier, Méline. C'était un serveur de Naples avec un casier judiciaire. Il a pratiquement laissé Monica à l'hôtel. D'accord, dis-je, mon cerveau d'analyste essayant de trouver un ordre dans le chaos. C'est terrible, mais pourquoi la police est-elle là? Avez-vous porté plainte? Non, non, ils ne sont pas là pour lui, bégaya papa. Ils sont là pour nous. Quoi? Paul et ta mère. Ils n'ont pas bien pris la nouvelle. Eh bien, il y a eu des dégâts à trouver des dégâts, papa, la villa, murmura-t-il. Ils ont commencé à lancer des choses chères, une statue, des tableaux. Les propriétaires ont appelé les carabinieri. Ils ont arrêté Paul. Ils ont Monica dans une pièce. Ils ont pris nos passeports, Méline. Ils ne nous laissent pas quitter le pays. Je me frottais les tempes, essayant d'assimiler la stupidité pure des événements. Donc, vous avez besoin d'un avocat. Appelez l'ambassade. Nous n'avons pas le temps pour l'ambassade, a-t-il rétorqué, la panique se transformant en agressivité. Ils vont transférer Paul et Monica dans une cellule de détention à Milan si nous ne payons pas les dommages et les amendes immédiatement. Ce soir, tout de suite. Combien? Demandai-je, bien que je savais déjà que je ne paierais pas. 25 000 €. Il a dit en espèces ou virement immédiat. Le propriétaire a accepté de retirer les charges de vandalisme criminel si nous payons pour la restauration. Sinon, ta sœur va en prison. Méline, prison italienne. Je n'ai pas 25 000 € qui traînent à 3 heures du matin, papa. Tu as des économies. Tu as ce compte d'investissement. Il criait. Maintenant, c'est ta sœur. Elle est hystérique. Elle est en robe de mariée entourée de flics. Tu dois nous aider. Nous sommes ta famille. Je vous ai dit que je ne paierais pas pour ce mariage, dis-je, la voix tremblante. Je vous ai dit que c'était une mauvaise idée. Je vous ai dit que Giovanni avait l'air louche. Arrête de nous faire la morale, hurla-t-il. Le bruit de quelque chose de lourd claquant contre une table résonna dans le téléphone. Nous avons besoin de l'argent. Virement maintenant ou nous sommes morts. Tu m'entends? Mort. Je sentis la culpabilité, lourde et suffocante, essayant d'enrouler ses mains autour de ma gorge. C'était la programmation qu'il m'avait installée depuis la naissance. Règle ça, Méline. Nettoie le désordre, Méline. Mais ensuite, je regardais mon appartement vide, le sanctuaire que j'avais bâti avec mon propre travail acharné. Je ne peux pas le faire, papa, dis-je doucement. Utilise les cartes de crédit avec lesquelles vous avez réservé la villa. Il y eut un silence de l'autre côté. Un long silence terrifiant. Nous ne pouvons pas, murmura-t-il. Pourquoi pas? Tu as dit que tu avais une limite élevée. Appelle juste ta banque, Méline. S'il te plaît, autorise le virement. Nous te rembourserons. Je te le jure sur ma vie. Quelque chose dans son ton déclencha une alarme dans ma tête. Ce n'était pas seulement du désespoir. C'était de l'évitement. Appelle juste ta banque. Pourquoi était-il si précis? Papa, dis-je lentement. Pourquoi ne peux-tu pas utiliser tes cartes? Tu as réservé la villa il y a des semaines. Tu m'as montré la confirmation. Les cartes sont au maximum. D'accord. Nous les avons mises au maximum pour les vols et la restauration. Il parlait trop vite. Écoute, je vais t'envoyer les détails du virement. Fais-le juste. Attends. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et l'ai mis en haut-parleur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont volé sur le clavier tandis que je me connectais à mon portail bancaire principal. Madeleine. Méline, tu le fais?
Je vérifie quelque chose, murmurai-je. Je me suis connecté à mon service de surveillance de crédit. Je ne l'avais pas vérifié depuis un mois parce que mes finances étaient en pilote automatique. Le tableau de bord s'est chargé. Une bannière rouge vive clignotait en haut de l'écran. Alerte. Nouveau compte ouvert il y a 14 jours. Créancier, Banca Nazionale del Lavoro. Type, marge de crédit personnel. Solde, 18 000 euros. Mon souffle se coupa. J'ai cliqué sur les détails. La demande provenait d'une adresse IP dans l'Illinois, la maison de mes parents, il y a 2 semaines. Puis une autre demande, une vérification de contrat de location. Je sentis le sang se retirer de mon visage, me laissant froide et étourdie. J'ai regardé le contrat de location de la Villa del Balbianello joint à la demande. Le nom sur le bail n'était pas Steve ou Nancy. C'était Malinji Harper. Ma signature était griffonnée en bas. Une contrefaçon maladroite avec une boucle un peu trop large, mais assez proche pour passer une inspection superficielle. Papa, dis-je, ma voix mortellement calme. Qui est le locataire officiel de la villa? Qu'est-ce que ça peut faire? Nous avons besoin de l'argent. Qui a signé le bail, papa? Une respiration lourde se fit entendre au bout du fil. Puis la voix de ma mère coupa, stridente et frénétique. Elle avait dû arracher le téléphone. Nous n'avions pas le choix, m'a dit. Ta cote de crédit est parfaite. Tu ne l'utilises jamais. Nous allions la rembourser avec les cadeaux de mariage. Giovanni a dit que sa famille couvrirait la location. Vous avez volé mon identité, dis-je, les mots avaient le goût de la cendre. Vous n'avez pas seulement dépensé votre argent. Vous avez ouvert une marge de crédit à mon nom. Vous avez loué un monument historique à mon nom. Nous l'avons fait pour la famille, cria maman. Ne te fais pas de moralisatrice avec moi. Si tu ne paies pas, c'est toi qui seras responsable. Le contrat est à ton nom. Si nous ne payons pas les dommages, la police viendra te chercher pour la dette. Ils ruineront ta carrière. Tu perdras ta licence. Je restai figé. Le piège s'était refermé. Il ne demandait pas un sauvetage. Il me demandait de couvrir un crime grave pour me sauver moi-même. Si je payais les 25 000 euros, j'acceptais la dette comme étant la mienne. J'acceptais la fraude. Je paierais pour réparer une villa où je n'avais jamais mis les pieds, pour un mariage que j'avais déconseillé, pour sauver des personnes qui ne me voyaient que comme une cote de crédit avec un pouls. Vous m'avez piégé, murmurai-je. Nous t'avons évité le souci de t'inquiéter, dit papa, sa voix dure maintenant. Maintenant, sois une bonne fille. Vire-moi l'argent. Sauve ta sœur. Sauve-toi. Si nous tombons, tu tombes avec nous. Le bail indique Malin Harper. La police a ce papier. Je regardais l'écran lumineux de mon ordinateur portable. Je regardais la bannière d'alerte rouge. Je regardais la contrefaçon de mon propre nom. Pendant 30 ans, j'avais été le filet de sécurité. Je les avais rattrapés quand ils tombaient, les avais époussetés et payé l'addition. Je pensais que c'était de l'amour. J'ai réalisé, à la lumière froide de 3h30 du matin, que ce n'était pas de l'amour. C'était une prise d'otage. Ils pensaient m'avoir mis en échec et mat. Ils pensaient que ma peur de ruiner mon crédit, ma peur du scandale, ma peur de perdre mon titre d'experte comptable me forcerait à ouvrir mon portefeuille une dernière fois. Ils comptaient sur ma honte. Mais ils ont oublié une chose. J'étais une analyste. Je savais comment atténuer les risques. Et le plus grand risque pour mon avenir n'était pas la police italienne. C'étaient les gens à l'autre bout du téléphone. Mettez l'agent au téléphone, dis-je. Quoi? Demanda papa, confus. Tu veux parler à la police? Tu ne parles pas italien. Mets-le maintenant ou je raccroche et tu n'auras rien. Il y eut une bousculade. Un instant plus tard, une voix profonde et lasse dit, Pronto, c'est le capitaine Rossi. Capitaine Rossi, dis-je, ma voix ferme, dépouillée de toute émotion. Mon nom est Malin Harper. Je suis actuellement à Chicago, Illinois, États-Unis. J'enregistre cet appel. Signora,
votre famille dit que vous allez virer les fonds pour les dommages causés à la villa. Non, capitaine, je ne le ferai pas. Je pris une respiration, inhalant la liberté qui allait bientôt venir. Je signale un crime. Les personnes sous votre garde ont volé mon identité. Je n'ai pas signé ce bail. Je n'ai pas autorisé cette ligne de crédit. Je suis à Chicago depuis 6 mois. Mon passeport le vérifiera. Méline, j'entendis ma mère hurler en arrière-plan. C'était un son de pure terreur. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Donne-moi le téléphone. Capitaine, continuai-je, ignorant les cris. Je contacte le consulat américain et le service de fraude de ma banque immédiatement pour signaler ces transactions comme étant une activité criminelle. Les personnes sous votre garde sont responsables du vandalisme. Arrêtez-les. Faites ce que vous avez à faire. Méline, s'il te plaît, suppliait papa maintenant, sanglotant de manière saccadée. Ils vont nous mettre en prison. Ils vont nous expulser. Tu ne peux pas faire ça à ton propre sang. Je n'ai pas de famille, dis-je dans le combiné. J'ai un dossier de fraude. Compris, signora, dit le capitaine. Son ton était passé de l'agacement à une alerte professionnelle. Nous allons procéder aux poursuites contre les individus présents. Merci. Je raccrochai. Je ne me donnais pas une minute pour pleurer. J'ai composé le numéro de la permanence fraude de ma banque. J'ai passé l'heure suivante à expliquer calmement la situation, téléchargeant des copies des tampons de mon passeport prouvant que j'étais aux États-Unis et signalant les comptes non autorisés. J'ai bloqué mon crédit auprès des 3 bureaux. Quand j'ai eu fini, le soleil commençait à laisser filtrer une lumière grise à travers mes stores. Mon téléphone vibrait encore toutes les quelques secondes. Des SMS de mes cousins, de mes tantes, de mon frère. Comment as-tu pu? Monstre. Maman est en train de s'évanouir. Il passe les menottes à Monica. Je ne les ai pas lues. J'ai sélectionné tout le monde dans ma liste de contacts. Maman, papa, Monica, Paul, et tous les singes volants qu'ils pouvaient recruter. J'ai appuyé sur bloquer. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le silence le plus cher que j'ai jamais acheté, me coûtant une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville se réveiller. Quelque part en Italie, ma sœur était probablement assise sur un banc en métal dans une robe de mariée en ruine, affrontant pour la première fois les conséquences de sa vie. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé du café. Je l'ai bu noir, debout seul dans mon appartement calme et payé. Il avait un goût amer, chaud et incroyablement